Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça déborde, le podcast Nature Peinture qui t'aide à faire autrement, à devenir ta priorité et à prendre soin de toi sans culpabiliser. Je m'appelle Lucille, je suis psychopraticienne et ici je te parle de mon parcours, mes galères, mes réussites, mes coups de cœur, mes coups de gueule aussi et les clés qui m'ont aidé à avancer et que j'ai à cœur de partager avec toi pour que tu apprennes à mieux te connaître, à dépasser tes peurs et tes doutes pour laisser enfin déborder pleinement qui tu es. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Bonne écoute! Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette question qu'on me pose souvent en séance où on me demande « mais du coup, qu'est-ce que je dois faire ?» Et je réponds inlassablement « j'en sais rien parce que ce n'est en aucun cas ce que tu vas décider de faire ou de ne pas faire qui fera la différence et qui fera que tu te sentiras mieux ou pas. » Pourquoi ? Parce que finalement, c'est toujours l'intention qui est derrière qui compte. Ce n'est pas, ce sera jamais dans une action ou dans une non-action que se trouvera la clé pour te sentir mieux, plus en accord avec toi-même, plus juste. Et je vais prendre un exemple concret pour que tu comprennes ce que j'entends par là et pour que tu sentes ce qui peut se cacher derrière une décision qu'on va prendre finalement, un choix qu'on va faire. Si tu fais un choix pour toi, finalement, il va sonner juste. Si tu fais un choix pour les autres, déjà, ça va sonner beaucoup moins juste. Et on en revient à ce que j'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents avec cette histoire de Circé, avec ce côté de n'importe quel choix que tu vas faire dans la vie, du plus insignifiant au plus conséquent, aura des conséquences avec lesquelles il va falloir faire, en fait, des conséquences auxquelles tu vas devoir faire face. Ce qui ne veut pas dire que tu peux plus changer d'avis et revenir en arrière quand tout d'un coup les conséquences ne te conviennent plus ou font que finalement tu te dis « ouais, ok, alors là, non, je vais faire autrement ». Mais quoi qu'il arrive, il y aura des conséquences. Celles que tu espères, celles pour lesquelles tu as fait ce choix, celles que tu redoutes, tu les vois arriver mais tu te dis « oh, pitié que ça n'arrive pas », mais en tout cas, tu as eu conscience de cette possibilité-là. Et puis, il y a les conséquences bonus. Les conséquences bonus, ça va être toutes les conséquences qui, finalement, viennent se rajouter comme autant de cerises sur le gâteau ou aussi de choses qui vont atteindre des sphères, tu vois, comme des dominos qui vont atteindre des sphères de ta vie que tu n'aurais pas imaginées ou qui vont concerner des personnes que tu n'aurais pas imaginées ou qui vont prendre des tournures que tu n'aurais pas imaginées. Et que ce soit en positif ou en négatif, finalement, ces trucs-là, tu peux pas t'y attendre et tu vas te retrouver parfois avec des choix où tu vas te dire « bah putain, si j'avais su que ce serait aussi génialissime, j'aurais vraiment fait ça avant ». Et d'autres fois où tu vas te dire « waouh, attends, est-ce que ça valait bien le coup là d'être en train de vivre ce que je suis en train de vivre ?» Et quoi qu'il arrive, non pas que ça puisse être réellement confortable, mais je t'assure que quand tu fais un choix et que tu décides de faire quelque chose, si tu décides pour les mauvaises raisons, et quand je dis mauvaises raisons, c'est-à-dire juste pas les tiennes. Il y a pas du tout de jugement de valeur, c'est bien ou c'est mal, parce que ça, c'est vraiment un jugement moral, et là, c'est pas du tout l'idée. On peut choisir de faire quelque chose en sachant que c'est pas bien du tout pour nous, au regard de la morale, au regard de la diététique, au regard de la bienséance, au regard de plein de choses, et choisir de le faire quand même et que ce soit très 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 aligné et très juste comme choix. Donc c'est vraiment pas un jugement de valeur, pas du tout, à aucun moment. Donc quand tu fais un choix, finalement, peu importe ce qui va motiver le choix, tu vas devoir dealer en gros avec les conséquences de ce choix. Et il y a parfois des conséquences dont tu te serais bien passé, qui sont douloureuses, chiantes, dures à traverser, etc. Et c'est déjà pas simple en soi. Mais crois-moi, si le choix que tu as fait à la base, tu n'étais pas en accord avec, quand il va s'agir du moment où il va falloir faire face aux conséquences de ce choix avec lequel tu n'es pas tout à fait en accord, je te jure que ça pèsera bien plus lourd que si tu payes les conséquences, entre guillemets, ou tu fais avec les conséquences d'un choix avec lequel tu es carrément OK. Ce sera toujours plus facile à porter que quand déjà tu étais moyennement d'accord avec le choix et que en plus tu te tapes des conséquences dont tu te serais bien passé. Et c'est là où petit à petit, potentiellement, tu vas faire des choix pour les autres en espérant que les autres fassent pareil pour toi et en fait ça se passe pas comme ça et au final
à force de dealer avec des conséquences de choix avec lesquels t'es pas OK, tu peux finir par juste péter un câble. Et dans l'absolu, cette manière de te positionner à l'intérieur d'un choix, ça n'est jamais lié à un acte ou au fait de ne pas faire. Je te donne un exemple. J'ai pas mal de gens qui vont venir me voir, par exemple, parce que dans leur boulot, ça va pas, imaginons. Et qui vont me dire, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, j'en sais rien, moi. Pourquoi j'en sais rien ? Parce que la personne peut décider de partir pour des bonnes raisons comme pour des mauvaises raisons. Et donc, encore une fois, pour des raisons qui vont être alignées avec ses besoins, qui vont la respecter, ou ça va être aligné avec des choses qui ne vont pas la respecter et quelque part peut-être faire le choix de la facilité, comme quand on dit non, c'est bon, je vais faire avec, parce qu'on n'a pas envie de se justifier, on n'a pas envie de se battre, etc. Parce que ça demande de l'énergie, sauf que ce qu'on sous-estime toujours, c'est que ça demande énormément d'énergie que de faire avec, en fait. Que de prendre sur soi. Ça demande, en fait, un effort, on s'en rend moins compte. Mais ça demande un effort quand même. Donc ça fatigue de la même manière. Et à un moment donné, on sera à bout. Mais du coup, pas pour les bonnes raisons, pas celles en tout cas qui sont justes et alignées avec ce dont on a besoin. Donc quelqu'un qui voudrait quitter son travail pourrait vraiment le faire avec deux intentions derrière. Partir en claquant la porte, sans se remettre en question, sans essayer de comprendre comment ça a été possible que ça ait pris ces proportions-là, sans essayer de voir les différents mécanismes et les différentes manières d'entrer en relation qu'il y a pu avoir avec les collègues, le patron ou la patronne, etc. Finalement, c'est partir en pensant que le problème est exclusivement à l'extérieur de soi et que donc on est 100% victime et que le contexte est 100% coupable du fait qu'on ait envie de partir et que ce soit pas bon. Sauf que, je vais revenir sur mes 5 clés dont j'ai déjà parlé dans un épisode précédent, mais c'est toujours 50-50 et puis les faits sont neutres. Donc en fait, la déduction n'est pas juste. Mais si la personne part en pensant ça profondément, elle va trouver un autre travail dans lequel, tôt ou tard, il va se repasser globalement la même chose, ou en tout cas, ça va être quand même des notions similaires qui vont se passer. Et la personne va aller comme ça d'expérience en expérience, de déconvenu en déconvenu, pour finir par penser profondément que puisque le point commun entre toutes ces expériences désastreuses, c'est soi-même, le problème c'est qui ? C'est Bibi. Alors, c'est à la fois juste et à la fois pas du tout, parce qu'effectivement, la seule personne qui puisse modifier ça, c'est soi-même. Mais ça ne veut pas dire que c'est de notre faute, parce que là encore, le mot « faute » vient poser un jugement moral. C'est pas de ta faute, il n'y a pas de faute morale. Par contre, il y a des choses qui sont de ta responsabilité, et quand je parle de responsabilité, je parle du périmètre d'action sur lesquels tu as la main, en fait. C'est la zone sur laquelle tu peux agir ou sur laquelle tu peux quelque chose. Et là, si tu te mets à faire des choses dans cet espace-là, là, il y a des choses qui peuvent bouger. Mais si tu attends que ça vienne de l'extérieur ou si tu essayes de modifier l'extérieur qui est en réalité en dehors de ton périmètre de possibilités et de responsabilités, tu vas à l'échec assuré. Et tu en tireras les mauvaises conclusions, à savoir que de toute façon, quoi que tu fasses, même quand tu essayes de faire de ton mieux, c'est jamais suffisant, c'est jamais bien, etc., etc. Donc il y a tout ça qui va venir parasiter le fait que tu puisses vivre une expérience différente dans un boulot différent si au moment où tu pars, il n'y a absolument pas de cheminement en ce sens. Et donc, ce ne serait pas un choix juste que de partir pour ces raisons-là et de cette manière-là. Par contre, si tu décides de partir en ayant pris vachement conscience de ce qui s'est passé, de ce qui s'est joué, de comment peut-être t'as pas osé poser tes limites auprès de tes collègues ou de ton patron parce que tu pensais que, à moins de ça, on t'aimerait pas, ou que tu serais mal vu parce qu'en plus tu venais d'arriver, ou au contraire, que t'as voulu être comme ci ou comme ça parce que c'était comme ça qu'on faisait avant, mais entre-temps ça a évolué. Il y a 1000 raisons qui vont faire que tu vas t'empêcher d'être toi-même, que tu vas t'adapter, te suradapter pour les autres en étant persuadé finalement que ce que tu es, ça va pas du tout aux autres. Si tu commences à faire le chemin de te rendre compte de ça, ça veut dire que tu vas avoir la possibilité
en recommençant ailleurs, parce que ça peut être très juste de dire « Ok, j'ai compris les enjeux, j'ai compris là où j'aurais pu faire autrement et où sûrement l'issue aurait été différente. Mais je pense que c'est plus facile de repartir à zéro dans une autre entreprise où j'ai pas à me comporter différemment, mais où on va peut-être me découvrir directement sous cet autre jour. Bah là, c'est carrément ok. Mais dans les deux cas, c'est un départ. Et tu vois bien que dans le cas de je quitte mon travail, il y en a un où tu te respectes et où tu fais ce qu'il faut pour que les fois précédentes, ça ne se passe pas de la même manière. Alors, c'est pas une garantie que ça se passera de manière nickel dans les boulots d'après. Hein. C'est pas une garantie. Mais en tout cas, ce point-là de vigilance que tu auras soulevé, tu pourras agir dessus parce qu'il y aura de la conscience et que tu auras décidé de faire l'effort, de mettre ta conscience, ton énergie à cet endroit-là pour que les choses se passent autrement. Comment ? Bah ça, tu le découvriras bien. Encore une fois, c'est un choix et donc tu vas découvrir certaines des conséquences. Tu vois, là, ce serait de dire, bon bah ok, je fais ce choix-là parce que je ne veux plus qu'un collègue me colle tout son boulot sous le nez et que je fasse à sa place et que je dise plus jamais rien. Donc ça, je fais le choix de dire non à mes collègues avec l'idée, l'espoir qu'on arrête de me coller du boulot par-dessus la tête et que je me noie. On espère ne pas être trop mal vu par ses collègues et sorti de ces deux postulats, il peut se passer des trucs extraordinaires comme ne s'être jamais senti autant respecté, aussi bien, du coup, aussi reposé parce qu'on arrête d'essayer de faire rentrer une journée et demie ou le travail d'une personne et demie, voire deux, dans une seule journée et donc finalement on se repose et on se sent beaucoup mieux. Donc ça c'était « Ah putain, j'avais pas imaginé que ça me fatiguait autant ». Et ça c'était la petite conséquence cerise sur le gâteau. Mais par contre, ça peut aussi être l'enfer parce que tout le monde a l'habitude de faire glisser son travail sur le bureau d'à côté et que finalement tu viens un peu stopper ce rouage-là qui est pas sain. Et finalement, tu vas venir faire dérailler la machine et on va venir vraiment te le reprocher. Et donc là, tu vas te retrouver avec possiblement des conséquences de « Putain, mais c'est encore pire finalement que quand je m'écrasais ». Mais tout dépend du point de vue, et encore une fois, c'est pas les mêmes choses. Donc c'est comme ça que va se construire un choix. De la même manière, on peut faire exactement le même cheminement en prenant l'option « Bon, ok, cette fois-ci, j'ai décidé de rester ». Et donc, tu peux choisir de rester pour des raisons justes pour toi, comme tu peux décider de rester pour des raisons pas justes. Si tu décides de rester en mode c'est bon, j'ai pas envie de me battre, je vais laisser faire comme ça, je commence à connaître comment ça se passe tous les jours, j'ai appris à trouver une espèce de forme d'équilibre, même si, voilà, ou de confort inconfortable au milieu de tout ça. Je sais ce que je quitterai, je sais pas ce que je gagnerai, donc je vais peut-être rester là, et finalement, le choix de rester ne va pas être juste pour soi, ne va pas servir à un mieux-être de demain. Tout comme rester en étant fermement décidé à ce que ça se passe plus comme ça, là oui, parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place, de dire bon voilà, à partir d'aujourd'hui, ça va plus se passer comme ça, j'en ai marre, je ne veux plus que ça se passe de cette manière-là, et donc là, possiblement, ça va mieux se passer. Et c'est là où il ne faut pas imaginer que quand on fait un choix, c'est quelque chose d'immuable, quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir, quelque chose de figé, comme si faire un choix, c'était ne pas se tromper, et donc pour ne pas se confronter au fait qu'on se soit peut-être trompé, qu'on ne puisse plus changer d'avis parce que ça viendrait admettre qu'on a tort. C'est pas vrai du tout, c'est pas du tout comme ça qu'il faut voir les choses. Accepter de changer d'avis, c'est accepter de s'adapter à tes besoins qui varient d'un moment à l'autre, d'une journée à l'autre, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, parce qu'on est des êtres cycliques, parce qu'on n'a pas la même énergie le matin que le midi, que le soir, qu'on n'a pas la même énergie en été qu'en hiver, et qu'on n'a pas la même énergie à 20 ans, qu'à 30, qu'à 40, qu'à 60. Et donc, c'est plutôt bon signe que de changer d'avis, que de s'adapter, que d'ajuster au fur et à mesure. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, on n'est pas des devins et qu'on ne sait pas si on est en train de prendre la bonne décision ou celle qui aura les conséquences qu'on voulait. Eh bien, on ajuste. C'est comme si on était en voiture et qu'on était en train de tourner en rond sur un rond-point et on commence à être malade, on a le tournis, on est à deux doigts de vomir, on commence à avoir les yeux qui se croisent tellement on tourne dans le même sens. Et c'est comme si on n'arrivait pas à choisir une route parce qu'il faudrait, en choisissant la route, savoir où elle mène, qu'est-ce qu'on va rencontrer sur cette route-là exactement,
Est-ce que c'est la route la plus adaptée ? On voudrait pouvoir comparer les routes, les comparer, arriver au bout et être sûr de ce que ça va donner, etc. Mais ça, ce n'est pas possible. Et finir par choisir une route parce que le petit bout qu'on voit de route semble plus adapté à la voiture qu'on a, alors qu'il y a un chemin tout chaotique, plein de terre, mais qu'en fait, ça se trouve, c'est juste pendant 2 mètres et qu'après, c'est une autoroute et que c'est parfait. Et peut-être qu'un autre chemin, c'est l'inverse. Peu importe. Ou en tout cas, si on parle de destination, de dire « Ah merde, je me suis gouré de destination », bah t'es pas obligé... si tu voulais aller dans l'Est et que t'es parti vers le Sud, t'es pas obligé d'aller jusque dans le fin fond du Sud avant de te dire bon, bah, je fais demi-tour et je reprends le cap de la destination que je voulais parce que là, je me suis trompée. Il n'y a rien qui soit définitif comme ça et radical dans le fait de faire un choix. Donc, dans l'absolu, tu peux pas te tromper. Tu vas faire des choix qui vont te servir ou te desservir et tu l'apprendras en faisant. Et donc, c'est en te mettant en mouvement, en te mettant en action que tu vas finir par apprendre à te connaître, que tu vas finir par apprendre ce que tu préfères, dans quel environnement tu te sens le mieux. Et c'est de pouvoir tester les différentes polarités, parce que finalement, c'est toujours ça, hein, la vie, c'est toujours des polarités. Il y a toujours un extrême et son contraire autour d'une même situation. Et finalement, pour essayer de sentir où est-ce qu'on est le mieux, bah, ça va être en testant finalement. Ah, tiens là, c'est un extrême trop dans un sens. Bon, bah je vais faire carrément l'inverse. Ah merde, ça fait un extrême trop dans l'autre sens. Bon, bah je vais me retrouver au milieu. Ouais, mais finalement, le milieu, c'est un peu ni l'un ni l'autre, ça me fait chier. Bon, bah je vais retourner un peu plus vers l'un ou un peu plus vers l'autre. Et à force d'expérimenter comme ça, tu vas sentir ce qui te correspond le mieux. Mais personne ne t'a demandé de savoir exactement où est la position exacte pour toi, comme si en plus c'était définitif et figé. Mais comme je l'ai dit avant, dans les différents moments de ta vie, les différents moments de ta journée, tu vas pas forcément être aussi à l'aise exactement toujours pile poil au même endroit. Il n'y a rien de figé. Et ça, c'est une vision un peu... c'est vraiment cet idéal qu'on cherche comme si il y avait un objectif à atteindre, un point à viser, un point d'arrivée précis. Et que quand on a atteint ce point d'arrivée précis, là, il faut plus rien changer, il faut plus rien bouger. J'ai cette image un peu d'être en équilibre sur un pied, en mode « Ah, plus rien ne bouge, si je parle pas trop, si je respire pas trop fort et que je bouge plus rien, je vais rester en équilibre comme ça parce qu'à cet instant-là, précis, tout est parfait. Et on veut plus que ça bouge. » Mais il y a une des grandes lois universelles qui est l'impermanence des choses. Tout bouge, rien ne dure, tout évolue, tout est mouvement, tout est changement. Et si tu penses que tu ne dois pas te tromper, eh ben, finalement, tu vas venir te figer. Je suis en train de faire un parallèle dans ma petite tête. J'ai écouté le podcast de Eugénie Couture. Alors Eugénie, c'est une rencontre improbable, comme j'en ai plein dans ma vie. Et en fait, elle a vécu en Angleterre et elle a appris à parler anglais. Et finalement, elle se rend compte, elle est revenue en France depuis, elle est bilingue, et elle donne des cours d'anglais, elle apprend l'anglais. Et elle explique, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, que l'anglais, c'est une langue qui s'adapte à l'imperfection et au mouvement. Pourquoi ? Parce que finalement, on est nombreux à parler anglais. C'est un peu la langue internationale, voilà, où on essaye, quand on parle pas la même langue, on essaye de se retrouver sur le terrain de l'anglais, chacun comme on peut. Et donc, l'anglais est écorché par tous les accents. Et il y a finalement quelque chose d'imparfait dans cette langue anglaise. Et elle explique qu'elle, pour avoir vécu dans les deux pays, il y a une vision qui est en fait très française de ne pas avoir le droit de se tromper, de vouloir être parfait, de vouloir bien faire et de ne pas se tromper. Et quand elle sent que les gens sont en train de commencer une phrase, parce qu'en fait, on a peur de parler anglais parce qu'on a peur de se tromper. On n'a pas, de ce qu'elle dit, on n'a pas peur d'écrire, on n'a pas peur de lire. On va même assez bien comprendre ce qu'on lit, on va être capable de prendre le temps d'écrire quelque chose de correct, et même si c'est pas parfait au niveau grammaire, ce sera compréhensible. Mais en fait, en France, la langue française, c'est la honte de faire des fautes d'orthographe. Et je suis la première à reprendre... alors, je m'adoucis beaucoup sur ce sujet avec les années, mais j'ai été un dragon de la langue française. Je reprenais tout le monde, insupportable. Bon, il y a des trucs que je continue à faire, ça me vrille les oreilles quand on dit c'est le pull à ma mère. Je peux pas m'empêcher, je dis de ma mère. Donc il y a des trucs comme ça qui resteront, je pense, où je reprendrai les gens.
mais où vraiment j'avais un côté relou avec la langue française. Et on avait tendance à me dire, mais ta gueule, l'Académie française. Et il y a cette espèce de truc un peu pédant, un peu parfait, un peu figé de la langue française qui refuse de s'adapter, qui ne bouge pas parce qu'elle est parfaite telle qu'elle est. Et peu importe que le monde évolue, peu importe que les mœurs évoluent, qu'il y ait du nouveau vocabulaire, c'est pas si simple que de venir mettre de la souplesse dans la langue française. Et en France, c'est une honte. Mais je suis la première en plus à dire aux gens, mais quelle honte d'écrire comme ça, quoi, de faire des fautes pareilles. Et là, on entend encore bien faute avec tout le jugement moral qu'il y a derrière. Je m'apaise, je m'autorise à faire des fautes, j'en fais même de plus en plus parce que finalement, c'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. Et que quand je produis beaucoup de contenu, et que je fais beaucoup de stories ou de textes écrits, en fait, je passe pas 1000 ans à réécrire, qu'en plus le correcteur automatique, quand je le fais sur mon téléphone, il met des siennes, et que parfois je me retrouve avec des coquilles, et j'en ai eu des sueurs froides de me dire « Ah putain, il faut absolument que je change, que je refasse un post parce qu'il y a une faute d'orthographe », et en fait, non, je lâche ce truc-là. Mais donc, chez moi, c'est très fort, mais chez beaucoup... je sais qu'on est quand même nombreux à partager ce truc-là ou à faire « Oh putain, la langue française quand même, qu'est-ce qu'on l'écorche et qu'est-ce que c'est inadmissible en fait et qu'est-ce que ça vrille les oreilles, qu'est-ce que ça fait saigner les yeux quand c'est bourré de fautes ». Et finalement, Eugénie, dans son podcast, expliquait que ça, les Anglais, ils ont pas ce truc-là. Ils ont pas ce jugement sur « Ah là là, t'as fait une faute, ah t'as trop mal parlé, ah t'as mal conjugué ton verbe irrégulier ». Et donc en fait, ils ont pas cette mentalité-là à venir pointer du doigt les erreurs de langage. Et nous, comme on a notre prisme français de vouloir bien parler, en fait, c'est ça qui va nous bloquer, c'est ça qui va nous figer dans l'apprentissage. Et comme si le fait de faire une erreur en apprenant une langue, c'était quelque chose de rédhibitoire, que peut-être c'était la preuve qu'on n'allait pas y arriver. Et donc, on a cette vision très française finalement, de vouloir bien faire, de vouloir être parfait. C'est aussi ça qui fait que dans certains domaines, on est hyper réputé à travers le monde parce que sûrement on a cette capacité à aller dans le détail et à vouloir que ce soit bien fait et à pas vouloir dealer avec l'imperfection. Mais ça a aussi des travers. Et je trouvais que c'est ce parallèle-là avec l'apprentissage d'une langue étrangère et de ne pas s'autoriser à faire des fautes et à se tromper, je trouve que ça revient à cette notion de choix, à cette notion de si je fais un choix, il ne faut pas que je me trompe, comme si c'était la preuve ultime qu'on est nul et qu'on n'aurait jamais dû faire ça, et comme si on refusait aussi parfois d'avoir fait un choix qui était très juste, à un temps donné et qu'on soit plus du tout à l'aise avec le choix qu'on a fait et qu'on ne regrette pas pour autant, mais qui a aujourd'hui est devenu quelque chose qui ne nous convient plus. Donc pour moi, il y a un grand travail de souplesse et de bienveillance envers soi-même et je crois qu'en fait la clé elle est tout le temps là, de revenir à soi et de revenir avec beaucoup de douceur vers soi. On a le droit de se tromper et d'ailleurs les erreurs finalement c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend ce qu'on sait faire, ce qu'on aime faire, c'est en essayant, en se trompant, en se perfectionnant. Il y a des endroits où on se trompe et où on a envie de recommencer encore et encore pour s'améliorer, puis des endroits où ça nous fait chier et où on s'en fout. Faut apprendre à laisser tomber, faut apprendre à vivre plus comme sur la route où finalement ça viendrait pas à l'esprit de quelqu'un de tourner en rond autour d'un rond-point sans jamais s'arrêter, jusqu'au moment où la personne serait certaine qu'en prenant cette route-là, il n'y aura plus jamais à y revenir et qu'il n'y aura pas de retour en arrière parce que ce sera la bonne route, comme si c'était la bonne route, vraiment avec un L majuscule et un A majuscule, comme si c'était la seule, l'unique. Il faut trouver sa route, il faut trouver sa voie, il faut trouver sa mission, il faut trouver le sens de la vie. Mais finalement, il faut voir plus petit que ça, pour peut-être voir plus grand après, mais l'idée c'est d'accepter qu'il n'y a pas de vérité absolue, qu'il n'y a pas de bonne manière de faire ou de mauvaise manière de faire, mais qu'il y a juste des choix avec lesquels tu vas être plus ou moins en accord et qui vont plus ou moins te respecter. Et je t'assure que plus tu vas mettre le curseur de choix sur l'autre, plus les conséquences vont être lourdes à porter pour toi quand tu vas devoir porter les conséquences d'un choix que tu as fait pour quelqu'un d'autre. Et si en plus ce choix, t'étais pas tant que ça d'accord, mais que vraiment on te disait si ça arrange tout le monde, je veux bien, et qu'au final ça a même pas arrangé tout le monde, et que après t'être en gros sacrifié, avoir dit ok, là c'est bon, je laisse tomber, pour que tout le monde soit content et que personne n'est content, mais c'est à quoi péter un câble. Donc sois indulgent avec toi, sois plus souple, et oublie l'idée que
la justesse de ce que la justesse, en fait, que la bonne réponse se trouve dans quelque chose que tu vas décider de faire ou quelque chose que tu vas décider de ne pas faire. Et si déjà tu arrives à te détacher de cette manière de voir, tu verras que tu te mettras moins la pression quand il s'agira de faire un choix, quand il s'agira de dire « je fais ça ou je fais ça ». Tu sais quoi, aujourd'hui je vais essayer l'option A, et puis si ça ne me convient pas, demain j'essaye l'option B. Et puis peut-être que l'option B ne me conviendra pas non plus et que parce que j'aurai expérimenté l'option A et B, je vais expérimenter une option C et peut-être D, etc., etc. Parce que finalement, en ayant expérimenté des trucs qui te convenaient peut-être pas très bien, tu vas avoir découvert des nouvelles choses et du coup, tu vas aller chercher des nouvelles ressources parce que finalement, c'est comme quand on essaye quand on rumine un problème dans sa tête et qu'il n'y a rien qui devient concret, que ça reste que mental, on se dit mais si je fais ça, il va peut-être se passer ci et peut-être se passer ça. Et en fait, ça va s'arrêter là. Ça va s'arrêter à ce que tu es capable d'imaginer. Puis quand tu vas faire pour de vrai, il va se passer des trucs que tu n'aurais pas imaginés. Et de ces trucs que tu n'aurais pas imaginés, va naître une nouvelle réflexion. Et c'est ainsi de suite comme ça que tu vas apprendre des nouvelles manières de voir, que tu vas ouvrir ton esprit, que tu vas apprendre aussi à mieux te connaître, etc. C'est dans le mouvement, dans l'action. Et en fait, dans le fait de faire un choix et de se positionner, il y a un moment donné où ça déclenche une action concrète dans la matière. Donc, essaye de vraiment te détacher de qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois faire ça ou pas le faire ? Et essaye plutôt toujours de voir les deux manières de pas le faire qui seraient justes ou pas justes et les deux manières de le faire qui seraient tout aussi peu justes ou tout aussi justes. Je ne sais pas si c'est très clair. Je pense que si tu te raccroches à cet exemple du rond-point où tu refuses catégoriquement finalement de prendre une route parce que tu veux être sûr de ton choix, mais qu'en fait tu ne sauras si la route te convient que quand tu l'auras prise et que tu auras roulé dessus et que tu auras expérimenté, finalement, c'est là que tu sauras si c'était la bonne route ou pas. Et si c'était la bonne route, tant mieux. Si c'était pas la bonne route, quelque part, l'idée, c'est que tu puisses changer de route, que tu puisses t'adapter. Et de la même manière, si tu es en train de te demander si tu quittes la personne avec qui tu es ou pas, si tu quittes ton boulot ou pas, y a forcément quelque chose qui va venir te faire sentir, ou en tout cas essaye de venir voir si tu es plutôt dans la fuite et dans la solution de facilité qui finalement va te desservir, ou si c'est quelque chose qui va venir te chercher dans tes retranchements, qui va être difficile pour toi à faire, mais que tu vas pouvoir pouvoir en fait mobiliser pour toi et qui aura un résultat différent. Parce que n'oublie pas que quand tu fais un choix, que toutes les mêmes causes ayant les mêmes conséquences, si tu te comportes de la même manière, finalement tu auras toujours le même résultat. Et accepter de se comporter différemment, en fait c'est compliqué. Parce que justement c'est nouveau, c'est différent, qu'on tâtonne, qu'on ne sait pas trop où on va, on est un peu à l'aveuglette et c'est inconfortable. Mais souvent, ça va être là que tes ressources vont ressortir. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi autour de cette notion finalement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'aura permis de changer ton regard là-dessus ou peut-être de commencer à percevoir les choses différemment et que ça aura déclenché quelque chose. Si tu as des questions sur ce sujet-là ou que tu as envie de partager ton expérience, une expérience qui aura fait écho par rapport à ce que j'ai pu dire aujourd'hui, ou s'il y a un sujet que tu as envie que j'aborde, comme d'habitude, n'hésite pas à me contacter sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume. Je répondrai avec plaisir à tes questions et je traiterai avec plaisir les sujets qui vous intéressent ou qui vous posent question parce que, comme je le dis souvent, ce podcast, c'est le mien, mais c'est surtout le vôtre en fait. C'est pour vous que je fais tout ça. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours parce que aussi ça m'encourage. Et si tu penses que cet épisode et ce sujet peut faire un déclic ou apporter quelque chose à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager. Je te souhaite une belle matinée, journée, soirée, selon le moment où tu écoutes ce podcast. Et je te dis à la semaine prochaine. Si cet épisode t'a plu, tu peux laisser un commentaire, noter avec tout plein d'étoiles ou encore t'abonner pour ne pas rater les prochains. Tu peux aussi partager cet épisode pour que d'autres personnes osent laisser déborder qui elles sont vraiment. Et si tu veux en savoir plus sur ma manière de travailler, mes outils et les accompagnements que je propose,
rendez-vous sur ma page Instagram L'Oreille et la Plume ou sur mon site internet. Merci beaucoup de ton écoute et de ton soutien. Passe une belle journée ou une belle soirée et on se retrouve bientôt.